après, je vais essayer de vous introduire en fait, des notions un petit peu simples au départ, complexes à la fin, sur la balance bénéfice-risque des médicaments. À côté de ça, donc, je suis responsable du Centre régional de pharmacovigilance de Grenoble, donc, dédié à la sécurité des médicaments en vie réelle. Donc, tous mes liens d'intérêt sont disponibles sur le site DPI Santé. Je n'ai, de par ma fonction, aucun lien d'intérêt industriel, puisque je ne peux pas, en tant que responsable d'un centre d'évaluation des effets indésirables, avoir de lien industriel. Donc là, j'ai aucun lien d'intérêt. Alors, on va démarrer, je vais vous faire participer un petit peu, et là, c'est un quiz qui me permet de vous mettre en action et de vous faire comprendre comment je vais vous poser des questions ultérieurement. Donc, le principe est très simple. Là, en gros, c'est une question banale. Et je vais vous demander de réfléchir, de ne pas voter tout de suite. Et comment est-ce que vous allez voter? C'est très simple. Quand je vous donnerai le top, ça me permet moi d'avoir une vue de l'Assemblée et de ce que vous pensez. Donc si vous pensez que vous utilisez les médicaments en faisant confiance à votre médecin, je vous demanderai de faire ce signe-là. Si c'est en lisant la notice, c'est les bras derrière la tête, en cherchant l'information sur le réseau, comme ça. Et puis enfin, si vous ne prenez pas de médicaments, vous me faites une grosse virgule. Vous voyez le concept? Donc le concept, c'est que vous allez participer, et moi, en un clin d'œil, je vais voir ce qui se passe dans l'amphi. Bien sûr, le but, c'est ce qui va se passer après. Donc je vous demande de regarder les différentes propositions. Il n'y a pas de jugement, bien évidemment. Et je vais vous demander maintenant de voter. Donc exprimez-vous et répondez à cette question. Alors, si vous regardez facilement, il y a beaucoup de premières propositions. On a quelques-uns d'entre vous qui évitent de prendre des médicaments. Je vois qu'il y en a qui lisent la notice. Et enfin, alors parmi vous, il n'y en a pas beaucoup qui cochent la troisième. Donc je vous remercie. Voilà, c'est un petit moyen de moi d'avoir du feedback et de ensuite vous interroger. Alors ça, c'est une proposition générale, et on va rentrer maintenant dans le détail. Et on va démarrer par... Je vais vous parler de la balance bénéfice-risque. Donc on va commencer par voir le bénéfice. Et la question que vous vous êtes tous posée, puisque vous avez tous pris des médicaments, plus ou moins, c'est comment je sais qu'un médicament marche. Et je vais prendre quelques exemples. On va démarrer avec le premier. Donc vous avez tous eu un syndrome viral. Donc vous avez tous été amenés à prendre du paracétamol. Et donc je vais vous demander, ne votez pas tout de suite, regardez juste. Question très simple. Je prends 1 gramme de paracétamol, le lendemain, j'ai plus le syndrome grippal. Donc ma question, c'est ce que vous croyez, je ne vous demande pas d'aller plus loin que ça, c'est dans ces circonstances, vous pensez que le paracétamol permet de traiter les symptômes de la fièvre. Ne vous triturez pas l'esprit, répondez juste à cette question-là. Est-ce que je pense que le paracétamol permet de traiter les symptômes de la fièvre avec mon expérience, ce que je connais, ce que j'ai pu lire et ce que j'ai vécu? Allez-y, exprimez-vous. Alors, si vous regardez, là c'est facile, c'est du 100% oui. Donc vous pensez tous que le paracétamol permet de traiter les symptômes de la fièvre. Très bien, je ne vais pas répondre à la question. Je vais vous poser une deuxième question. Cette deuxième question, on est dans un environnement de sportifs, vous avez tous fait un moment de votre vie du ski et une partie d'entre vous a déjà pris des grosses gamelles. Et donc, vous avez dans la pharmacie de l'arnica NOCH, de l'allopathie, que vous prenez le soir après avoir fait votre gamelle. Et le lendemain matin, vous vous réveillez, puis finalement, votre cuisse qui était endolorie la veille, elle ne l'est plus du tout. Et donc, la question que je vous pose, c'est qu'avec cette expérience vécue, avec vos connaissances préalables, est-ce que vous pensez que l'arnica permet de diminuer les douleurs liées à un traumatisme musculaire? Oui ou non, il n'y a pas de jugement encore une fois. Je vais vous laisser voter. Allez-y. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez que là, si vous regardez, déjà, le vote n'est pas le même. C'est à peu près 50-50. Je ne réponds pas à la question. Je vais vous poser une troisième question. Est-ce que vous reconnaissez cette vue? Alors, je vois, qu'est-ce que c'est? C'est Grenoble, et c'est quelle partie de Grenoble? La gare. Alors, on va se mettre dans une circonstance hypothétique où vous n'êtes pas un humain, vous êtes un extraterrestre. Alors, vous êtes un extraterrestre et vous êtes en mission de repérage.
Donc, vous arrivez au-dessus de la gare de Grenoble et vous regardez ce qui se passe. Et vous faites un rapport au vaisseau mère. Voici le rapport que vous faites quand vous regardez ce qui se passe sur une gare. Donc là, vous décrivez ce que vous observez. Donc la question que je vais vous poser maintenant, c'est, avec vos connaissances préalables de ce qui se passe là, est-ce que la conclusion de l'extraterrestre est juste? Est-ce que l'afflux de voyageurs sur un quai de gare attire les trains? Je vais vous demander de vous exprimer, votez pour ça. Allez-y. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Alors je vérifie s'il y en a qui répond oui, il faut que je le voie à la fin. Ok, donc là vous votez tous non. Eh bien en fait, l'observation initiale que vous faites ne vous permet pas de répondre oui ou non plus à cette question-là qu'à la question numéro 1 sur le paracétamol. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on va extrapoler ça au médicament, il est presque impossible sur une expérience individuelle sans connaissance préalable de répondre précisément sur un lien de causalité. Pourquoi ? Parce que si je prends un médicament et que je vais mieux après, il y a plein d'autres événements intercurrents qui peuvent interagir et qui vont faire que je vais me sentir mieux. Donc l'efficacité ne peut presque jamais être déduite uniquement d'une observation individuelle. Il y a un seul cas où c'est vraiment possible, c'est quand l'événement c'est 0 ou 100. Donc, typiquement, vous coupez un doigt avec une tronçonneuse, vous savez que vous n'êtes pas une salamandre, votre doigt n'a aucune chance de repousser. Donc si le chirurgien vous réimplante le doigt et qu'un an après il marche, le doigt, eh bien c'est bien le chirurgien qui est la cause de la fonctionnalité du doigt. Mais pourquoi ? Parce que vous avez 100% de chance de ne pas avoir de doigt fonctionnel à 1 an. Et cette situation-là, en médecine, pour les médicaments, elle n'existe jamais. Et donc on va rentrer un petit peu dans ce détail, c'est comment je fais pour dire ce médicament marche ou ne marche pas. Et bien en fait, c'est un peu plus compliqué que ça paraît au premier abord. Donc je vais introduire quelques notions sur lesquelles on va être amené à réfléchir. Et puis, on va ensuite terminer sur une perspective. Alors globalement, quand on a parlé de balance bénéfice-risque des médicaments, il y a 2-3 grands termes importants. Le premier, c'est que le bénéfice d'un médicament, il est établi dans le cadre d'un essai clinique. Et l'essai clinique, c'est ce qui va nous permettre, au niveau de l'Agence européenne du médicament, de donner une approbation. Donc un médicament est basé, l'évaluation est basée sur 3 caractéristiques. La qualité pharmaceutique, c'est-à-dire que je suis sûr à 100% que si je prends 1 gramme de paracétamol, il n'y a pas 0,9 grammes ou 1,1 gramme, mais il y a bien 1 gramme. Et je suis sûr à 100% que c'est reproductible. Donc ça, qualité pharmaceutique, c'est le premier point. C'est par exemple le problème qu'on aura avec les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, on n'a pas cette certification-là. Donc on n'est jamais sûr à 100% de ce qu'il y a dedans. Et si je vais plus loin, la médecine chinoise traditionnelle, c'est encore moins vrai. Donc premier point, qualité pharmaceutique. Deuxième point, j'évalue un bénéfice. Et troisième point, j'estime des risques. Et avec ça, je donne une autorisation de mise sur le marché. Donc la balance bénéfice-risque, c'est ça. Et le bénéfice est évalué dans le cadre d'essais cliniques. On va parler un petit peu des essais cliniques, on parlera du risque un petit peu après. Et on utilise 3 termes. Alors des termes un peu scientifiques, qui ont un sens très précis. L'efficacité, qui est le bénéfice dans une situation où j'ai un contrôle. L'effectivité, où j'estime un bénéfice en vie réelle. Et puis, de plus en plus, l'efficience, qui est le bénéfice économique que je vais tirer d'une intervention. On va commencer à parler de ce côté gauche-là. Alors, là, j'ai pris des screens de journaux ou de news concernant la Covid. Alors, la Covid, c'est génial parce qu'en fait, dans l'espace de 1 an et demi, en fait, toute la vie du médicament a été décrite et on peut avoir toutes les problématiques. Donc, je vais utiliser ça. Donc, vous voyez que là, les journalistes se sont emparés des vaccins et il y a un terme qui revient tout le temps, efficace, 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 efficace. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que l'efficacité d'un médicament? Si je te demande, est-ce que à ton avis, c'est quoi? Ça veut dire quoi efficace? Est-ce que tu vois, les journalistes, là, ils s'en sont emparés, c'est dans tous les titres. C'est pour pouvoir de
ça va fonctionner? Dans combien de cas ça va fonctionner? Alors effectivement, l'efficacité, c'est un terme en fait, scientifique qui est extrêmement précis. C'est une évaluation du bénéfice avec un chiffre. Et ici, le chiffre, c'est une réduction du risque absolu, du risque relatif, pardon. Donc en gros, ça veut dire que si j'ai un médicament efficace à 90%, si j'expose 10 patients au médicament, j'évite 9 maladies. Donc c'est une réduction du risque, ici, d'attraper la maladie. On peut l'utiliser dans d'autres domaines. Donc une réduction du risque absolu, donc 90%, c'est énorme. À part les vaccins, on n'a jamais des chiffres aussi importants. Donc vous voyez, ce chiffre-là, il veut dire quelque chose de très précis. J'évite ce pourcentage-là de maladies si je prends le médicament. Et un médicament en vie courante, on est plutôt sur une efficacité de 50%, on est déjà content. Alors, comment j'évalue cette efficacité? Eh bien, toujours sur un essai clinique. Donc l'essai clinique, c'est très simple. Je prends des gens, j'essaie de les sélectionner pour qu'ils se ressemblent à peu près les uns aux autres. Vous voyez, c'est les petits bonhommes qui sont là. Et puis, je leur attribue un médicament. Donc là, je vous ai attribué le placebo du vaccin en noir et le vaccin en vert. Et ensuite, je regarde s'ils sont malades ou pas. Donc finalement, j'aurai des gens vaccinés malades, des gens vaccinés pas malades, des gens vaccinés avec le placebo malade, des gens vaccinés avec le placebo pas malade. Et en fait, je vais pouvoir faire un rapport entre ça et je vais voir combien j'évite de maladies chez les gens qui sont vaccinés. Donc c'est ça qui va nous permettre de démontrer le chiffre d'efficacité. Et puis, souvent, pas toujours, on va regarder en vie réelle, donc en vie sur des données plutôt observationnelles, ce qui se passe quand j'étends mon médicament à toute la population. Alors, ce qui se passe quand on passe de l'un à l'autre, ben, c'est qu'on a des biais de confusion. C'est-à-dire que en vie réelle, je vais avoir des gens plus âgés, des femmes enceintes, des gens plus jeunes, des gros, des maigres, des gens qui ont des handicaps, etc. Donc du coup, forcément, l'effet du médicament va pouvoir changer un petit peu. C'est pour ça que souvent, on va avoir la démonstration du bénéfice du médicament dans des conditions très contrôlées. Donc ça, c'est la propriété propre du médicament. Et puis après, on va essayer de voir si en vie courante, ce bénéfice se retrouve ou pas. Et alors, si je reprends l'exemple de la Covid, comment j'évalue l'efficacité d'un vaccin contre la Covid? Si on regarde tout ce qui s'est passé, eh bien en fait on a pris des gens qui étaient susceptibles d'attraper la Covid, mais c'est pareil pour n'importe quelle maladie qui peut survenir, et puis je les ai vaccinés avec soit un contrôle, soit un placebo, soit le médicament actif. Et j'ai regardé s'ils faisaient une Covid. Ma question, c'est le médicament à votre avis, est-ce que ça m'importe de réduire la Covid chez des gens jeunes? À votre avis? Moins que chez les personnes âgées, on peut imaginer, parce qu'elles vont avoir une meilleure immunité. Moins que chez les personnes âgées. Parce que finalement, quand je veux traiter quelqu'un en prévention avec un vaccin, est-ce que je veux éviter qu'ils aient des rhumes? Non. C'est pas du tout ça. Qu'est-ce que je veux éviter? Ici, les effets secondaires du vaccin. Alors, les effets secondaires du vaccin, ça c'est propre effectivement, mais quand on va traiter, l'exemple de la Covid est facile, c'est que les gens, ils meurent. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont morts de la Covid. Donc du coup, l'objectif du vaccin ici, c'est de prévenir la mortalité. Ou les formes graves, peut-être aussi. Pardon? Ou les formes graves. Ou les formes graves. Donc la mortalité en premier, ensuite le passage en réanimation, et puis les hospitalisations. Donc finalement, c'est tout ça que je veux éviter. Et pour autant, quand je regarde les essais thérapeutiques qui ont conduit à l'autorisation de mise sur le marché, il n'y a aucun essai qui s'est intéressé aux formes graves. Tous se sont intéressés au Covid symptomatique. Pourquoi? C'est quand même bizarre, non? Faire prendre de risques aux gens les plus susceptibles d'avoir un décès. Alors, il ne faut pas faire prendre de risques aux gens les plus susceptibles, mais c'est aussi les gens qui seraient les plus enclins à avoir un bénéfice. Donc c'est dans les deux sens. Donc ça veut dire qu'on va faire porter le risque sur des gens qui ne sont pas moins susceptibles d'être gravement malades. Vous voyez la petite subtilité. Et pour autant, on sait tous que les vaccins de la Covid, c'est pour diminuer la mortalité. Alors là, je vous expose un phénomène qui est général en médecine, c'est que
on a un objectif de santé publique. Ici, je vaccine contre la Covid, c'est valable pour la grippe, c'est la même chose. Pour éviter les morts, pour éviter le recours en réanimation, pour éviter les hospitalisations. Mais je ne peux pas démontrer ce bénéfice sur ces critères pour des raisons toutes simples, matérielles. C'est que le nombre de sujets que j'aurais à inclure pour démontrer ça, il serait colossal. Il serait trop important et il retarderait trop la mise sur le marché du médicament. Ça a même été quantifié très précisément. Donc ça veut dire que lorsque l'on met sur le marché un médicament, quel que soit le médicament, on a rarement des données sur la mortalité. Typiquement en cancérologie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur la survie sans progression du cancer. Mais la survie sans progression du cancer, ce n'est pas toujours lié à la survie globale. Donc vous voyez qu'on est obligé de faire un compromis et de choisir des critères intermédiaires, ici les Covid symptomatiques. Alors pour la Covid, ça a extrêmement bien marché. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu très vite que quand on réduisait les Covid symptomatiques, on réduisait la mortalité, et même qu'on réduisait beaucoup plus la mortalité que le fait de réduire les Covid symptomatiques. Donc on est dans un sens très très favorable aux médicaments. Il y a des maladies où ça ne marche pas dans ce sens-là, ça marche dans l'autre sens. Donc on a toujours cette problématique-là. Attention, comment j'évalue l'efficacité? Et cette efficacité, on va lui donner un chiffre. Donc en gros, ici, on expose les gens à un vaccin contre la Covid. On regarde dans le groupe traité par le vaccin, ici c'est le vaccin de Pfizer, combien font une Covid symptomatique, et en bleu, combien font sous placebo une Covid symptomatique. Et donc là, c'est un cas emblématique, hein, parce qu'on a rarement des courbes aussi dissociées en médecine, mais au bout de 3 mois, eh bien en fait, on a presque personne dans le groupe traité par le vaccin qui fait un Covid. Alors que c'est le cas dans le placebo. Donc là, on peut en tirer un chiffre d'efficacité, et ici, c'était 94%, ce qui est énorme. Et je vais introduire une nouvelle notion. La même étude, mais évaluée 6 mois plus tard. Ici, donc on n'est plus à 119, mais on est 2 fois plus long, 238 jours. On voit que l'écart entre les courbes est toujours énorme. Par contre, quand je calcule l'efficacité, elle est de 83%. Pourquoi? Parce que les anticorps créés par le vaccin vont diminuer. Parce que les anticorps créés par le vaccin vont diminuer. Alors effectivement, ce qu'on voit là simplement, c'est que l'effet du vaccin, qui est principalement dans les 3 mois qui suivent l'injection vaccinale, et après il décroît un petit peu. Alors ça reste très bon, j'adorerais que tous les vaccins aient une efficacité de 83%. Mais ce que je veux juste introduire, c'est que vous voyez que déjà, quand on regarde la durée de suivi, entre 3 mois et 6 mois, il y a déjà une baisse d'efficacité. Donc quand on va parler d'efficacité d'un médicament, on est obligé de tenir compte de la durée d'exposition ou la durée de suivi. Si vous prenez un médicament pendant 3 mois, ce n'est pas la même chose que si vous prenez pendant 1 an. Et donc, il faut avoir ces chiffres. Deuxièmement, je m'étais intéressé à l'époque, j'avais accès aux données d'essais cliniques intégrales de l'Agence européenne du médicament pour ce vaccin. Et quand j'ai dépioté en fait, le rapport qui est assez dense, eh bien, dans cet essai-là, qui a été fait sur 38 000 participants, donc la moitié avait un placebo, la moitié avait le vaccin, à aucun moment on trouve un seul volontaire qui ait soit une réaction allergique, soit une péricardite. Or, aujourd'hui, les 2 seuls effets indésirables notables de ce vaccin, c'est l'allergie grave, 1 cas pour 1 million, pas beaucoup, mais on le sait maintenant, et les myocardites, 4,7 cas pour 100 000 hommes jeunes traités. Et donc comment se fait-il qu'au moment de la mise sur le marché du médicament, on ne sache pas que ces phénomènes pouvaient survenir? Étrange. Donc là, j'introduis un élément qui est compliqué en fait, qui est lié au fait que lorsqu'on va mettre sur le marché un médicament, on a des données liées aux bénéfices. En gros, on sait à peu près que le bénéfice va être de temps. Par contre, en ce qui concerne les risques, je ne peux décrire que les risques que j'observe. Et donc, si j'ai une population qui est restreinte, eh bien, les risques rares, je ne les verrai pas. Il y a une règle qu'on appelle la règle de 3, qui est assez simple, c'est que pour détecter un événement indésirable de fréquence 1 sur n, il faut
qu'on observe 3 fois ce N. Donc si je veux voir un événement qui survient une fois sur 1000, il faut que j'ai 3000 sujets à l'étude. Et ce qui signifie que lorsqu'on prend un nouveau médicament, on ne connaît pas par essence les effets indésirables graves. On ne peut pas les connaître. En fait, ils ne peuvent pas statistiquement survenir. Donc si on ne les recherche pas, on ne les trouvera pas, parce que souvent ils sont confondus avec ce qui se passe en général. Donc là c'est une notion un petit peu compliquée, mais sur laquelle je vais revenir, et qui est extrêmement intéressante, parce qu'après elle va rendre confus pour pas mal de gens l'évaluation du risque. Ça veut dire que lorsque l'Agence européenne du médicament met sur le marché un médicament, automatiquement on a un système de surveillance qui se met en place. Il se met en place parce qu'on sait qu'on ne sait pas tout. Et si vous voulez être certain des effets indésirables d'un médicament, prenez un médicament qui a 40 ans. Parce que celui-là, il a été diffusé à tout le monde, et donc on est certain de son profil bénéfice-risque. Par contre, il sera peut-être désuet. Ça, c'est une autre question. Pour certains, c'est comment on fait pour tracer un effet à la cause si c'était... Alors, comment on fait pour tracer un effet à la cause? Donc, c'est une super question. Effectivement, ça veut dire qu'une fois qu'on n'est plus en situation contrôlée, j'ai plus de contrôle. Donc c'est beaucoup plus difficile de savoir si l'événement que j'observe est lié au médicament ou pas. Et je vais vous montrer quelques exemples, justement. Donc c'est le système de pharmacovigilance. Alors je vais prendre un exemple très simple. On va avoir la campagne de vaccination contre la Covid et la grippe qui va démarrer là. Vous allez en pharmacie vous faire vacciner contre la Covid. Vous sortez. Et en sortant de la pharmacie, il y a un orage de grêle. Vous prenez un grêlon sur la tête, vous êtes ouvert, vous devez avoir 2 points de suture à l'hôpital. Ma question c'est, est-ce que le vaccin fait tomber les grêlons? Donc je vais demander de vous exprimer. C'est comme la grappe et le... Voilà, allez-y. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que le vaccin fait tomber les grêlons? Allez-y. Exprimez-vous. Donc, il y en a qui haussent les épaules. Donc, vous dites tous non. Et vous avez raison. Et pourquoi vous dites non? Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il n'y a pas de lien, de causalité entre le vaccin et la chute de grêle? Peut-être qu'il y a quelque chose dans le vaccin qui génère l'orage. Oui, c'est vrai, c'est le flux mal artificiel que laissent les avions. Donc là, ce que je veux dire, c'est que le message, alors effectivement, je le prends par l'absurde, mais une coïncidence temporelle n'est pas égale à la causalité. Et pour autant, beaucoup de patients vont le croire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la Covid, j'avais des photos de patients qui me contactaient parce qu'ils trouvaient que le vaccin leur faisait aimanter leur smartphone. J'avais une photo d'un patient avec le smartphone collé sur l'épaule. À partir du moment où on a des croyances préalables qui sont fausses, on peut finalement dire n'importe quoi sur une observation individuelle. Et là, j'ai pris un exemple où effectivement, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de lien de causalité, mais la vie réelle est beaucoup plus compliquée que ça. C'est-à-dire qu'en pratique, souvent, on ne sait pas. Et du coup, ça va introduire une nouvelle notion. Ça veut dire que quand je recueille ce qui se passe après la prise d'un médicament et que c'est indésirable, c'est un événement, c'est-à-dire qu'il y a un lien temporel, sans que je préjuge de la causalité, et que par contre, si je considère qu'il y a un lien de cause à effet, ça devient un effet indésirable du médicament. Et la question, c'est comment je fais le distinguo entre les deux? Et bien en fait, c'est pas facile. Et en gros, on va avoir 3 situations. Ici, je vous prends la première situation qu'on a vue. Cette jeune femme, elle est vaccinée, elle sort, elle reçoit un grêlon. Vous savez, avec les connaissances préalables que vous avez, qu'il ne peut pas y avoir de lien de cause à effet. Donc là, vous concluez qu'il n'y a pas de lien de cause à effet, c'est ce que vous avez fait il y a quelques secondes. Vous avez inversement, ici, le lendemain, une énorme rougeur, une énorme inflammation au point d'injection du vaccin. Le patient ici a de la fièvre. C'est connu, parce que c'est un événement indésirable fréquent. Donc c'est bien un effet indésirable médicamenteux et on peut conclure à titre individuel. Maintenant, si vous arrêtez ce monsieur un peu âgé et que 3 mois plus tard, il fait un phénomène, une hospitalisation pour un quelconque phénomène, eh bien, vous ne pouvez pas, sur cette donnée individuelle, conclure. Donc si vous concluez que c'est un effet indésirable médicamenteux, vous ne savez pas, vous avez peut-être tort ou peut-être raison. Mais en tout cas, l'observation individuelle ne vous permet pas de répondre. Ça veut dire qu'il faut aller plus loin dans l'analyse du lien de cause à effet.
Alors pour ça, en fait, on a de la chance en Europe, en fait, tout est assez bien organisé. Et donc, en tant que patient, vous avez la possibilité de déclarer les effets indésirables que vous jugez peut-être liés aux médicaments au Centre régional de pharmacovigilance. On est 30 maintenant. Et là, vous avez des médecins, des pharmaciens qui analysent le lien d'imputabilité, le lien de cause à effet possible, qui vont vous répondre, et surtout qui vont remonter cette information au niveau qui est centralisé à Paris, à l'agence du médicament. L'agence du médicament communique en direct avec l'agence européenne du médicament, qui est basée à Amsterdam, et c'est là où vont se prendre les décisions. Donc en fait, la pharmacovigilance européenne aujourd'hui est très bien structurée. On communique avec les agences japonaises et puis américaines, même si en ce moment c'est un peu tendu pour des raisons politiques. Et puis on a également on communique en direct avec une base mondiale qui est située en Suède. Donc ça veut dire que typiquement si vous interrogez un centre de pharmacovigilance, on a la capacité d'aller voir si par exemple des Chinois ont eu l'effet indésirable avec le même médicament. Et ça a pas mal aidé sur la cause à effet. Pardon ? C'est public ça? Nous on peut aussi accéder à... Non, en fait l'accès à la base mondiale, en fait, elle est restreinte aux gens qui y contribuent. Il y a la base américaine qui est disponible en public, mais bon courage pour y accéder, parce que c'est assez incompréhensible. Par contre, le grand public a accès directement au centre de pharmacovigilance, et nous on requête directement. Et du coup, en fait, ça veut dire que lorsqu'on va avoir une suspicion d'effet indésirable médicamenteux, et bien, en fait, on a soit des cas très nets, on est sûr que c'est le médicament, mais si ce n'est pas le cas, on va essayer d'observer si le nombre de cas d'effets indésirables est supérieur à celui qu'on attend devant la population générale. Et puis quand ça ne suffit pas, on va conduire des études qu'on appelle pharmaco-épidémiologiques sur des grosses bases de données. Et là, ça prend beaucoup plus de temps, 6 mois, 1 an. Et je vais juste vous montrer un exemple sur le pourquoi de la nécessité d'avoir un système de pharmacovigilance. Ça, c'est un travail qu'on avait mené en 2021. Parce qu'en fait, à l'époque, on surveillait tous les vaccins. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais maintenant, on n'a plus que les vaccins ARN. Mais à l'époque, il y avait le vaccin russe, Sputnik, il y avait les vaccins chinois, Coronavac en particulier. Et finalement, on n'avait pas beaucoup de données. Et la Chine, étant un contributeur, participe à l'Organisation mondiale de la santé et contribue à notre système de pharmacovigilance. Et puis par hasard, avec un de mes collègues, en requêtant sur la base mondiale, on s'est aperçu qu'il y avait un problème. Donc là, ce que je vous ai projeté, c'est nous, on n'a pas jugé le lien de cause à effet. On s'est juste dit, normalement, les vaccins, ils sont distribués, c'était en 2021, donc on avait 1 milliard à peu près de vaccins Pfizer qui avaient été distribués, 1 milliard à peu près de vaccins Coronavac, le vaccin chinois. Et donc on s'est dit, on va regarder juste qu'est-ce qui a été déclaré comme effet indésirable dans le monde. On a fait une photo. On n'a pas jugé le lien de cause à effet. Et donc en jaune, vous avez les pays qui ont déclaré des effets indésirables et le nombre est proportionnel à la surface par pays avec le vaccin de Pfizer. En vert, vous avez la même chose avec le vaccin chinois Coronavac. Vous voyez pas, il n'y a pas un petit problème sur cette... Oui, vous ne voyez même pas le vert. Vous ne voyez même pas le vert. Alors si vous regardez le vert, il y en a. Hein. Il y en a en Philippines, en Irak, en Amérique centrale, en Tunisie. Où est-ce qu'il n'y en a pas? En Chine. Il n'y en a pas en Chine. En Russie. Alors, la Russie, n'en parlons même pas. On n'a aucune donnée de sécurité de leur vaccin. Mais vous voyez que ce que je veux dire là, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités de santé chinoises contribuent à notre système de pharmacovigilance. Donc on a une remontée de tous leurs effets indésirables, sauf leur vaccin. Donc il y a une décision politique qui a été faite de ne pas remonter l'information. Le vaccin américain, ici, lui, on a des effets indésirables qui seront décrits, des événements indésirables, dans les pays où c'est distribué. Et simplement, ce n'est que si j'ai une remontée d'information que je peux faire une veille. Si je n'ai pas de remontée d'information, je ne peux pas faire de veille, il n'y a pas d'événement, donc il n'y a pas d'effet indésirable, donc tout va bien. Vous voyez l'importance de la démocratie en santé, eh ben, elle est là. Et du coup, j'en viens à la fin, c'est-à-dire que je vous ai parlé au début de balance bénéfice-risque, je n'en ai pas parlé de balance encore. Je vous ai parlé des bénéfices et des risques. Et maintenant, comment je fais la balance entre les deux quand je prends moins un médicament?
Eh bien, c'est pas simple. Je vais prendre un exemple. Donc, l'Agence européenne du médicament a publié en 2021 un document exceptionnel sur le plan pédagogique qui a été compris, je pense, par personne. Mais j'ai eu de la chance, moi je l'ai vu et je m'en suis servi pour montrer ce que c'est que la balance bénéfice-risque. Ce qui a été fait, c'est qu'à l'époque, on avait le vaccin adénovirus d'AstraZeneca, qui n'est plus commercialisé, qui donnait des syndromes graves qu'on appelle les thrombopénies liées au vaccin. Et donc la question qui se posait, c'est doit-on garder le médicament sur le marché ou doit-on le restreindre à certaines populations? Et pour faire ceci, ils ont eu une approche graphique que je vais vous présenter. Donc, ils ont élaboré 2 scénarios. Un scénario où il y avait beaucoup de Covid en circulation, beaucoup de SARS-CoV-2 en circulation, et puis un scénario où le taux de SARS-CoV-2 en circulation était bas. Ils ont pris les résultats des essais cliniques pour modéliser le bénéfice. Donc en gros, à gauche, ils nous prédisent le nombre d'hospitalisations qui sont évitées par âge. Donc en gros, plus je suis âgé ici, plus j'augmente le nombre d'hospitalisations que j'évite grâce aux médicaments. Donc ça, c'est un vrai bénéfice absolu. Vous voyez que là, j'évite pour 100 000 personnes traitées, 1239 hospitalisations liées à la Covid pour les plus de 80 ans. Et de l'autre côté, ils ont listé le nombre d'effets indésirables graves liés au vaccin qui étaient connus. Donc ils sont plutôt un petit peu plus fréquents, mais pas très fréquents, chez les sujets jeunes. 1,9% libre. Avec ces chiffres, donc vous avez bien un bénéfice à gauche et bien un risque à droite. Et vous voyez tout de suite que je vous ai parlé de balance bénéfice-risque au début. Est-ce qu'on peut avoir une balance unique? Non. Cette balance, pour en tenir compte, vous devez savoir s'il y a des facteurs qui vont moduler le bénéfice ou moduler le risque. Et ici, c'est facile, c'est l'âge. Plus on est jeune, moins on a de bénéfice du vaccin, et plus on a de risque de cet effet indésirable grave ici. Et je vais même aller un cran plus loin. Quand j'ai une balance, je mets un poids d'un côté, un poids de l'autre. Mais l'unité de mesure, c'est la même, c'est le kilo. Ici, est-ce qu'une hospitalisation liée à la Covid, c'est égal à une thrombose? Difficile à savoir, hein, c'est pas très simple. Donc je vais prendre une deuxième possibilité, c'est que on va regarder les décès. Et si je prends le nombre de décès liés à la Covid évités à gauche, ma proportion d'événements désirables graves ici, elle ne bouge pas, et on voit que la balance, elle change. Donc, alors ça a été à la base d'ailleurs de la restriction d'usage de ce vaccin au moins de 60 ans. En fait, c'est là-dessus qu'ils se sont basés, pour dire en dessous de 60 ans, il n'y a pas de bénéfice, du balance bénéfice-risque favorable de ce vaccin. Alors, ce vaccin depuis a disparu et on n'a pas du tout ça avec les vaccins ARN actuels. On n'a pas ce problématique-là. Et ce que je vais introduire là, c'est une notion qui est compliquée, c'est que pour moi, la notion de balance, elle est erronée. Et en fait, ce n'est pas une balance, ce sont des balances bénéfice-risque. C'est-à-dire que c'est une évaluation du bénéfice par rapport au risque dans une population particulière, à un âge particulier, à un sexe particulier. Et qu'il est impossible de donner un seul chiffre de balance, en fait. Alors, on va terminer sur cet élément-là. Je vais vous demander de vous exprimer. Donc là, c'est purement descriptif. Je vais vous demander de réfléchir quand, pour ceux d'entre vous qui ont été, la plupart, qui ont été vaccinés contre la Covid. Si vous vous rappelez, il y avait le pass sanitaire et il y a un moment, on était obligé de se vacciner. Ou non, mais en tout cas, 80% de la population française était vaccinée. Il y a 10% de plus que les États-Unis. Et donc, pour ceux qui ont été vaccinés, je vais vous demander si vous avez été soulagé, si vous avez eu des doutes au moment de la vaccination, ou si vous étiez mélangé entre les deux. Donc allez-y, exprimez-vous. Donc on a des doutes, on a soulagé, et puis pas trop de gens soulagés et inquiets. Donc on a un petit peu soulagés et inquiets. Donc vous avez un petit peu, vous voyez que là, finalement, un panel assez mixte, à la fois des gens qui ont été inquiets, d'autres qui ont été plutôt soulagés, d'autres soulagés et inquiets. Ben ça dépend de ses croyances. Moi, je me suis fait vacciner le plus tôt possible. En tant que professionnel de santé, j'étais très content de le faire, sans me poser de questions. Mon épouse, elle a beaucoup plus réfléchi que moi. Vous voyez, ça dépend de notre vécu.
Après, il y a eu les décisions à prendre pour les enfants aussi. Il n'y a pas que pour les enfants en C'est plus. encore autre chose. Alors, ça va avoir un impact sur la balance bénéfice-risque. Et donc là, je vais vous montrer un travail qu'on a fait avec des sociologues. C'est qu'on a fait des enquêtes sur le sentiment que les patients recevaient au moment où ils ont été vaccinés en fonction de la date de vaccination. Donc en fait, c'est très simple. C'est une enquête continue, c'était du sondage, entre janvier et septembre 2021. Donc on a démarré la vaccination en janvier. Et rappelez-vous, au début, la vaccination, elle était ouverte aux professionnels de santé, puis très rapidement aux sujets âgés, et très rapidement à ceux qui voulaient bien être vaccinés. Et puis à un moment, notre président a annoncé en fin juin 2021 le pass sanitaire qui a été implémenté assez rapidement. Et donc là, ça a changé. Du coup, il y a beaucoup d'entre vous qui se sont dit, si je veux aller dans les bars, je suis obligé d'être vacciné. Mais j'ai pas envie, je le fais parce que je suis contraint. Et donc ce qu'on a regardé, c'est quel était le sentiment des patients qui recevaient ce vaccin. Et bon, c'est assez logique, c'est attendu, il n'y a pas de choses révolutionnaires. Mais globalement, les gens qui ont été vaccinés au début de la campagne, globalement, c'était des pro-vaccinations. C'est-à-dire des gens qui étaient très contents d'être vaccinés et qui étaient proactifs et qui étaient soulagés d'être vaccinés. Et puis, progressivement, au fur et à mesure du temps, et surtout après l'implémentation du pass vaccinal, eh bien, c'était plutôt des gens qui avaient des réticences ou des doutes lors de la vaccination. Ça, c'est quelque chose qui est assez logique. Si on ne croit pas trop aux médicaments, qu'on a peur, on va attendre un petit peu. Mais ce qui nous a intéressé plus, c'est d'aller voir est-ce que les gens avaient ressenti des effets indésirables qu'ils jugeaient, eux, comme incommodants ou graves pour leur vie quotidienne. Et c'est la courbe du bas. Donc, en fait, c'est la proportion de patients qui, dans ces cohortes-là, ont déclaré spontanément « j'ai ressenti des effets indésirables que je juge personnellement comme graves, pas médicamment, personnellement ». Et ce qu'on voit, et ça vient d'être répliqué dans une cohorte canadienne, c'est que, globalement, au début, presque personne qui déclare qu'il a eu des effets indésirables graves, qui le gênent en tout cas. Et puis, au mois de septembre, c'était 15%. Et pour autant, c'est le même vaccin, c'est à peu près la même population. Donc on devrait avoir une courbe, on ne devrait pas avoir une courbe, on doit avoir une droite ici. Médicalement, c'est une droite qu'on observe. Or, ce n'est pas du tout une droite. Donc ça veut dire, ça nous permet de terminer sur une notion importante, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de balance bénéfice-risque sans intégrer la société, c'est-à-dire que l'impact que la prise en charge va avoir des effets indésirables potentiels, elle a un retentissement sur la société. Et si le médicament n'est pas accepté, eh bien en fait, il ne sert à rien, il ne va pas marcher. J'ai un exemple très concret, on a la campagne de vaccin contre le chikungunya à La Réunion, avec des événements indésirables liés au vaccin. Plus personne ne se vaccine à La Réunion, donc ce vaccin il est mort, même s'il peut être bénéfique dans certaines circonstances. Vous voyez qu'on est obligé maintenant, en termes de pouvoir public, d'anticiper ce phénomène-là. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. Donc sachez qu'on a un système qui est démocratique sur la pharmacovigilance des vaccins. Tous les patients ont la possibilité de déclarer directement leurs effets indésirables de médicaments, en général, pas que les vaccins. Et que, à titre personnel, je n'ai eu aucune pression du gouvernement, je suis fonctionnaire, concernant les retours qu'on peut faire. Donc on a quand même un système qui est pour ça extrêmement... qui marche très très bien en Europe, ce qui est de moins en moins le cas aux États-Unis en ce moment. Voilà, je vous remercie. Et donc c'est le moment des questions si vous en avez. Est-ce que vous avez des questions sur ce thème? Alors, voilà, je vais vous passer le micro. Merci déjà. Et donc vous avez parlé des bénéfices en termes par exemple de survie ou d'effets indésirables. Et pour les vaccins, il y a aussi l'effet de réduction de la transmission et de la circulation du virus. Est-ce que du coup, dans le cas du Covid, où habituellement il y a des mesures de ça, parce que moi, par exemple, ça aurait été un des éléments qui aurait pu me motiver à me vacciner, mais moi, ce que j'en ai vu, c'est je n'avais rien de probant sur la réduction de par exemple, la densité de particules qu'on émet. C'est une très bonne question, en fait, parce que pour les maladies infectieuses en général, ce sera le cas pour les antibiotiques et les bactéries résistantes, par exemple, c'est la même chose.
il y a deux objectifs de santé publique. Il y a la prévention du risque individuel, d'évolution de la maladie, et puis la prévention de la transmission collective. Et en fait, quand on va mettre en évidence le bénéfice d'un médicament, c'est toujours sur le risque individuel qu'on se base. Donc en gros, pour que le médicament soit mis sur le marché, il nous faut démontrer le bénéfice individuel. Il n'y a pas de médicament qui soit utilisé uniquement pour la prévention d'un risque collectif. Maintenant, une fois que le médicament est approuvé, on va essayer de chercher si oui ou non il évite la transmission. Et souvent, ça fait l'objet d'études pharmaco-épidémiologiques. Dans ces études, dont on va avoir des résultats à long terme. On sait que par exemple la Covid, ça marche plutôt pas mal, que la grippe, des vaccins, ça marche pas très bien sur la transmission du risque individuel. La question aujourd'hui, elle se pose par exemple pour le chikungunya, puisque vous savez qu'on a des cas endogènes, on a une centaine de cas en France. Si on ne fait pas attention, on finira par avoir le chikungunya en France. La dengue, c'est pareil, c'est même pire, parce qu'il est plus probable qu'on ait la dengue qui arrive que le chikungunya. Et là, la question se pose. Chikungunya, à titre individuel, votre risque à votre âge, il est presque zéro. Par contre, si vous avez 80 ans, votre risque d'en mourir est assez élevé. Vous voyez, et du coup, la question se pose. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de réflexion. On ne va jamais mettre sur le marché un médicament uniquement pour le bénéfice collectif. Aussi, j'ai l'impression qu'à l'époque, il y a eu un peu des annonces médiatiques sur le fait que ça réduisait la transmission, alors qu'il n'y avait rien de prouvé. C'est plutôt une intuition ou une habitude sur le fait que la plupart des vaccins, c'est ça l'effet. Et en tout cas, moi, ça a contribué un peu à réduire ma confiance dans les annonces publiques du ministère. Alors, je ne parle pas peut-être des instances plus régionales, les scientifiques, mais en tout cas sur l'image renvoyée publiquement par vraiment les décideurs politiques. Je trouvais que moi, ça a vraiment réduit ma confiance, alors que je suis plutôt quelqu'un qui va au contraire avoir a priori confiance. Alors, ce qui se passe, qu'il faut bien intégrer, c'est que finalement, le bénéfice individuel, il est basé sur un cadre d'essai contrôlé. Et donc, on est capable d'avoir une certitude sur le chiffre qui est donné par une d'efficacité, qui dans la population qui a été étudiée est certain, parce qu'on a un contrôle. Après, on va se poser la question, est-ce qu'il est extrapolable à une population plus âgée, plus comorbide ou autre? Ça, c'est une deuxième question. Mais en tout cas, on part d'une base solide. Pour la transmission, on n'a pas ça. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on est toujours dans le flou. Parce que, en fait, être capable de définir si on va éviter une transmission, ça veut dire être capable de compter tous les cas, de les recenser intégralement, de connaître qui a été vacciné, qui n'a pas été vacciné. Et en fait, c'est extrêmement difficile. Donc en fait, c'est normal que vous y ayez été circonspect, parce qu'en fait, on n'avait pas les données sûres à 100%. Même sur la charge virale, on ne peut pas la mesurer En fait, on utilisait les données des laboratoires, qui étaient des données indirectes, en fait, pour avoir ces appréciations-là. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Oui. Donc c'est des études en fait qu'on fait principalement au labo. On vous demande est-ce que vous êtes vacciné, pas vacciné, on vous dose votre charge virale et on compare. Mais ça, c'est pas une vraie. Vous voyez, on n'a pas toute la population. On n'a que les gens qui viennent au labo. Ceux qui sont malades et qui ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils sont dans des milieux socio-économiques défavorisés, on ne les a pas. Donc du coup, on n'a jamais un niveau de certitude égal au bénéfice individuel. Donc c'est normal qu'il y ait du flou, en fait, parce qu'on n'avait pas la réponse. Maintenant, on l'a parce que quand on a 4 ans de recul, on est capable de le définir, mais en temps réel, en fait, on n'a pas ce chiffre. D'autres questions? Une question derrière. Pourquoi on demande de prendre des vaccins ou des médicaments si on n'a pas assez de recul justement sur ces trucs, à la fois sur le patient qui n'a aucune connaissance sur ce vaccin en lui-même et du coup qui doit se baser sur la confiance des personnes qui se connaissent, mais en même temps à côté il y a surtout les politiques qui forcent sur le fait de prendre ça sans avoir de recul. Voilà. Alors, comme vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un compromis qui est trouvé. C'est qu'en gros, pour que le médicament soit mis sur le marché, par exemple le vaccin, on a besoin d'avoir des éléments d'efficacité. Et alors, paradoxalement, pour moi, la Covid, ça a été le moment le plus facile de ma vie scientifique. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais autant de sujets traités. Là, les essais pivots, c'était 20 000 sujets traités. C'est énorme, en fait.
Ce qui veut dire que sur 20 000 sujets traités, je sais que j'ai un bénéfice, globalement. Par contre, les événements très rares, ceux-là, je ne les verrai pas toujours. Donc, ce que je veux dire, c'est par là, c'est que dans ce cas-là, on peut proposer le vaccin, mais il faut continuer à le surveiller. Le danger, ce serait de le proposer et de ne pas le surveiller en disant « ça marche, c'est bon ». La réalité, c'est que ça marche et que je vais continuer à surveiller pour savoir exactement les choses très très rares qui pourraient survenir, mais donc que j'ai besoin de connaître. Vous voyez la petite subtilité ? Et alors c'est tellement important, c'est vrai, la Covid pour ça est super, parce qu'on sait que dans les pays qui ont tardé à promouvoir les campagnes vaccinales, eh bien, on a des dizaines de milliers de morts liés à ce défaut de campagne vaccinale. Donc, on sait que, vous voyez, le pouvoir public, ils ont un cut-off à placer, mais il y a un moment, ça a des conséquences. Et ça a des conséquences très graves. Merci. Dans le cas de la Covid, vous l'avez bien dit, la loi des grands nombres s'appliquait, y compris dans les études, et dans la victimologie aussi d'ailleurs. Mais par contre, dès qu'on fait des recherches pour des médicaments ou des traitements de façon générale sur des maladies plutôt rares, comment arrive-t-on à avoir des essais cliniques en prenant ceux qui reçoivent les placebos, alors que globalement, même si cette maladie est très très grave, mais avoir les deux populations. En vrai, c'est vraiment une très bonne réflexion. C'est vrai que j'insiste sur le fait que paradoxalement, la Covid, pour moi, c'était la situation clinique la plus facile parce qu'on était certain du bénéfice et on avait juste une petite question sur les éléments désirables très rares, mais qui n'allaient pas remettre en cause le bénéfice. Maintenant, pour la plupart des médicaments... Les effets indésirables, c'est à court terme, dont tu parles. Alors, les long terme ne sont jamais mesurables. Alors, en fait, on observe tout le temps. Oui, mais je ne peux pas. Imagine, c'est 10 ans. Ouais. En fait, on peut le faire, mais en fait, après, c'est des études pharmaco-épidémiologiques. Donc, en fait, ça se fait, c'est-à-dire qu'il y a toujours des études en cours sur même très très longtemps, mais par contre, il faut avoir le recul. Voilà. Et pour la Covid, elles ont été faites. Donc, en fait, typiquement pour la Covid, on sait qu'il n'y a pas d'effet indésirable au-delà de 21 jours aujourd'hui, parce qu'on a les bases de données. Pour les autres médicaments, on a moins de données. Et je prends un exemple très concret, les médicaments anticancéreux, eh bien en fait, ils sont testés souvent sur une centaine de patients, donc les effets indésirables graves, rares, on ne les a pas. Donc comment est-ce qu'on fait ? En fait, la seule façon de s'en sortir, c'est d'être certain du bénéfice. Donc en fait, et pour ça, pour être certain du bénéfice, il y a un critère, c'est la mortalité. Si un médicament réduit la mortalité, ça veut dire que je peux le mettre sur le marché, parce que globalement la mortalité, ça intègre le bénéfice et le risque, et qu'après, je vais estimer les effets indésirables que je vais observer. Donc là, on a un vrai paramètre, une vraie balance bénéfice-risque si je réduis la mort. Et c'est ce qui se passe par exemple avec les nouveaux médicaments, les inhibiteurs de checkpoint immunitaire. Ce sont des médicaments qui sont extrêmement efficaces. Vous avez sûrement dans votre entourage connu des patients, des collègues qui ont un cancer évolué et qui régressent, mais qui donnent énormément d'effets indésirables. Mais on les assume. C'est-à-dire que voilà, on sait qu'on réduit la mortalité au prix d'effets indésirables. Vous voyez la distinction. Après, plus la maladie est bénigne, plus la question est compliquée. Donc je dois tenir compte de la maladie. Par rapport à la Covid, avec le recul, c'est vrai qu'à l'époque c'était quand même difficile, mais aujourd'hui avec le recul, est-ce qu'on peut dire que si on n'avait pas vacciné la partie la plus jeune de la population, on n'aurait pas eu plus de morts et on aurait évité des rares complications, mais quand même des complications? En fait, on peut juste se baser sur des pays qui ont eu une politique beaucoup moins proactive que l'Europe et les États-Unis. On peut d'ailleurs se demander ce qui se serait passé si aujourd'hui aux États-Unis. Et on voit que globalement, les pays qui ont retardé la mise en place de politiques de vaccination ont beaucoup plus de morts que les autres. Et c'est même proportionnel. En gros, plus le temps est passé, plus il y a eu de morts liées à la Covid. C'est le cas aux États-Unis. Il y a plus de morts en proportion de la population aux États-Unis qu'en France parce qu'il y a beaucoup moins de patients qui ont été vaccinés. Donc là, on a le recul et on a la réponse. En Suède aussi ? Et en Suède aussi, c'était un gros débat, c'est-à-dire que une partie des données viennent de Suède, puisque eux, au départ, ils ont une politique libérale sur les vaccins, finalement, ils ont changé de fusil d'épaule en plein milieu de la pandémie,
en observant en fait que leurs hôpitaux étaient saturés, tout simplement. Parce que bon, il y a typiquement un sujet qui n'a pas été abordé, hein, mais il y a eu des pertes de chance. Hein, il y a des gens qui sont morts dans des hôpitaux suédois parce qu'il n'y avait plus assez de place en rien. Et comment on sélectionnait à l'époque? Bien sûr, l'âge. Voilà. Donc ça, c'est mis sous... On n'en parle pas trop. Hein. Dans un autre domaine, je ne me souviens plus le nom du médicament ni de la société, il y avait un médicament qui a été donné pour faire maigrir et qui s'est révélé faire des problèmes cardiaques. Le Mediator. Oui, c'est ça. Oui. Et donc on a mis longtemps à s'apercevoir de l'effet indésirable. Alors, le Mediator, c'est un dérivé amphétaminique qui a été développé par la société Servier comme antidiabétique, mais qui était utilisé comme coupe-faim. C'est un scandale sanitaire. C'est-à-dire que, en gros, les alertes, elles ont été remontées. Le système a marché. Ce qui n'a pas marché, c'est la décision de retrait du médicament sur le marché. Vous voyez, pourquoi il y a eu plein d'ouvrages là-dessus, hein, mais parce que c'est une entreprise française, Servier, qui faisait du lobbying et qui avait beaucoup de revenus de ce médicament. Donc ça, c'est... voilà, mais il y a vraiment deux éléments. Il y a la remontée d'infos, et après la décision politique. Aujourd'hui, cette situation ne pourrait pas se reproduire. Donc, pourquoi? Parce que le Mediator, c'était un médicament qui dépendait de l'Agence française du médicament. Et aujourd'hui, 99% des médicaments dépendent de l'Agence européenne. Et ce qui change, c'est que quand vous êtes 27 autour d'une table, les enjeux particuliers d'une entreprise nationale, ils ne jouent pas. Voilà. Donc, en tout cas, ils jouent beaucoup moins. Donc, c'est une situation qui ne peut pas se reproduire telle qu'elle. Donc, il y a eu beaucoup de temps entre le moment, pour les remonter, il y a quand même eu beaucoup de temps pour les remonter. En fait, les cas d'hypertension pulmonaire ont bien été notifiés et remontés. Le problème, c'est qu'à un moment, une fois qu'on a dit qu'il y a plus de cas de cette maladie qui surviennent avec ce médicament, il y a une décision qui doit être prise, qui à l'époque était au niveau de l'Agence française du médicament, qui maintenant est celle du Comité européen de pharmacovigilance. L'énorme différence, c'est que le Comité européen de pharmacovigilance, il y a 27 agences nationales qui siègent et 6 experts internationaux. Donc en gros, si un labo fait pression, il faut qu'il fasse pression sur tout ce panel-là. Et c'est presque impossible en fait. Et c'est pour ça que moi je suis très pro-européen, parce que je trouve qu'on en a des gros bénéfices. Alors, tous les médicaments vaccins dont on a parlé, dont on parlait aussi, ont été prescrits dans un cadre médical, hospitalier ou Dieu sait quoi. Mais par contre, de plus en plus, il y a des achats médicamenteux. Justement, tout à l'heure, presque une des premières questions, vous parliez des réseaux sociaux où il fallait, est-ce qu'on suivait ces recommandations ou pas. Mais comme il y a de plus en plus d'achats par ce biais, par un biais qui est hors contrôle, quel, j'allais dire, droit de regard ou possibilité? Alors en France, on a la chance, on a ce problème, mais pas beaucoup pour les médicaments, pour une raison très simple, c'est que ces médicaments, si vous les achetez sur Internet, vous les payez. Si vous allez en pharmacie, en général, vous ne payez pas beaucoup. Et quand on voit le prix de vente des médicaments, c'est énorme. Donc finalement, on n'a pas ce problème en France. On a ce problème pour les substances illégales, cannabinoïdes, etc. Mais pas pour les substances, pas pour les médicaments vraiment, pour l'instant. Et d'autre part, en fait, même si vous achetez un médicament sur Internet, le professionnel de santé peut le déclarer, on va le suivre quand même. Vous voyez, ça ne change pas, l'origine du médicament ne change pas, en fait. Donc je dirais que là, c'est vraiment un problème plutôt pour l'addictologie, sur les substances illégales qui vont diffuser sur le dark web, par exemple, où là, oui, il peut y avoir des clusters dans des rave parties de nouvelles substances hallucinogènes qui sortent de je ne sais où et qu'on ne maîtrise pas. Peut-être une dernière question, Est-ce que vous pouvez répondre aux questions du début sur le tabac? Alors, bon, là, c'est des questions simples. Oui, le paracétamol est efficace, ça on sait, ça a été démontré scientifiquement. Même en une journée. Ah oui, le paracétamol, ça marche. C'est un antipyrétique, ça marche immédiatement, enfin, dans l'heure qui suit.
Ça a été démontré. L'homéopathie, chacun se fait son opinion. Ce qui était montré, c'est que ça ne sert à rien. Après, ce que je dis toujours, c'est que ça ne fait pas de mal. Donc chacun fait ce qu'il veut. Surtout quand c'est pas remboursé par la sécurité sociale. Chacun peut en prendre. Voilà. Et puis bien sûr, l'extraterrestre s'est trompé sur le même cause. Merci beaucoup. Globalement, alors aujourd'hui, l'homéopathie est déremboursée et on considère qu'il n'y a pas de preuve d'efficacité. Oui, c'est 9. C'est 1 milliard. Voilà. Et en pommade, c'est... Que ce soit en pommade ou autre. Voilà. Alors moi, il y a 20 ans, j'ai travaillé avec Boiron pour faire des essais cliniques. J'y étais très correct d'ailleurs, et ils étaient tous négatifs. Du coup, on a arrêté de travailler. Merci beaucoup. Vous avez, il y a une toute dernière question, ou sinon on va devoir arrêter là. Toute dernière. Et vous avez parlé des différentes balances, que pour le moment il y a une balance. Et pourquoi ils n'ont pas, par exemple, différentes balances pour évaluer En fait, ce terme de balance bénéfice-risque, c'est un terme général en fait, grand public. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les annonces de régulation, par exemple, on n'utilise pas beaucoup le terme balance. Ce qu'on va faire quand on va faire une expertise sur un médicament, on va faire un tableau de contingence. Et on met quel est le niveau de bénéfice qui est décrit, quel est le niveau de risque qui est décrit, quelle est la population concernée. Donc c'est qualitatif, en fait c'est pas quantitatif. Donc on ne fait pas de balance en pratique. La seule balance, c'est celle que je vous ai projetée, qui a été faite par l'EMA, qui a été reproduite d'ailleurs, mais qui est très compliquée parce qu'elle va dépendre des circonstances et de la population à laquelle on s'intéresse. Voilà. En fait, il n'y a pas une balance, il y a des balances. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous.